Bienvenue. Alors imaginez un peu la scène, hein. Des invités arrivent dans 1 heure, on passe vite fait aux toilettes et là, on remarque que le robinet goutte. On veut juste donner un petit coup de poignet pour le resserrer et rien. Il est complètement bloqué. Ah, le grand classique. Complètement soudé. C'est vraiment le début d'un de ces petits cauchemars domestiques qui peut vraiment faire basculer une journée. Aujourd'hui, on va donc décortiquer ensemble les sources qu'on a pour transformer cette panique potentielle en une mission, on va dire, maîtrisée. L'objectif, c'est de comprendre comment débloquer ce fameux robinet grippé, mais sans force brute, et surtout sans rien casser. Et c'est là tout le paradoxe, parce que l'instinct premier, c'est de prendre la plus grosse pince qu'on a sous la main et de forcer. C'est ça. Et c'est la pire chose à faire. Les documents qu'on a sous les yeux sont unanimes là-dessus. Le secret, ce n'est pas la force, c'est la ruse. En fait, on ne se bat pas contre le métal, on se bat contre ses ennemis jurés. C'est-à-dire? Le calcaire, la rouille, l'oxydation. En gros, on va laisser tomber la massue pour prendre le scalpel. Il faut être plus malin que le blocage. D'accord, j'aime bien cette idée d'être plus maligne que le calcaire. Alors, par où on commence cette opération chirurgicale? J'imagine qu'on ne se jette pas sur le robinet avec des outils comme ça tout de suite. Surtout pas. La toute première étape, c'est le diagnostic. Comme un médecin. Exactement. Avant d'opérer, il faut savoir à qui on a affaire. Les sources, elles mentionnent plusieurs types de robinets. Le mitigeur, avec sa manette unique. Oui? Le mélangeur plus classique, avec ses 2 têtes chaud et froid. Et même les petits robinets d'arrêt. Ah oui, ceux qui sont un peu cachés derrière les WC ou sous l'évier. Voilà. Mais honnêtement, est-ce que ça change vraiment quelque chose? J'aurais eu tendance à penser qu'un écrou bloqué, c'est un écrou bloqué, peu importe le robinet. C'est une excellente question parce que ça change tout. Vraiment. Identifier le robinet, ça permet de savoir quelle pièce est la véritable prisonnière. Sur un mélangeur, par exemple, c'est souvent la tête entière, le croisillon qui est comme soudé par le calcaire. D'accord. Sur un mitigeur, ça peut être le petit levier ou même la cartouche à l'intérieur. Et sur un robinet d'arrêt, c'est la tige de la vanne. Donc si on ne sait pas quelle pièce on doit libérer, on risque de taper ou de mettre du produit au mauvais endroit. On tire à l'aveugle en gros. C'est la différence entre viser une cible et tirer à l'aveugle dans une pièce. Exactement. Je vois. Donc, on identifie le modèle pour savoir où se concentrer. Et une fois qu'on a notre cible, on peut nommer l'ennemi. Les sources parlent de calcaire, de rouille, d'oxydation. Ou même d'un simple joint qui a durci. Oui, un joint qui a collé avec le temps. Le fait de se dire « Ok, ce n'est pas juste coincé, c'est le calcaire qui a cimenté le filetage, ça. Ça change la perspective. On a des solutions contre le calcaire. C'est exactement ça. On passe d'un problème un peu mystérieux à un diagnostic clair. Et un bon diagnostic, c'est la moitié du travail de fait. » Alors que la plupart des gens sautent cette étape, j'imagine. Ah oui, ils attrapent la pince et c'est là que les vrais problèmes commencent. D'être le grand coupable. Quelle est la suite? Il y a des préparatifs avant de passer à l'attaque, je suppose. Oui, et ce sont des étapes qui ne sont pas négociables. La première, la plus évidente, mais qu'il faut absolument marteler, on coupe l'arrivée d'eau. D'accord. Soit la vanne générale de la maison, ce qui est le plus sûr, soit la petite vanne d'arrêt juste avant le robinet, si elle existe et si on est sûr qu'elle fonctionne bien. Le principe de base de la plomberie, ne jamais travailler sur un circuit sous pression. Jamais, jamais. Sinon, on ne répare pas un robinet, on installe une fontaine d'intérieur non désirée. Oui, c'est une bonne image. Et pour être bien certaine que tout est coupé, les sources insistent sur un point, purger la pression. Oui, C'est simple, on ouvre le robinet bloqué et on attend que l'eau s'arrête complètement de couler. Quand il n'y a plus une goutte, là, on est en sécurité. c'est la vérification ultime. Il y a un dernier détail de préparation qui est mentionné et qui me fait un peu sourire. Mettre un chiffon ou une serviette dans le fond de l'évier. Est-ce que c'est vraiment indispensable ou c'est une précaution un peu excessive? C'est le genre de détail qui fait la différence entre l'amateur et le pro. On se dit toujours « Ah, ça n'arrive qu'aux autres Hmm, Jusqu'au jour où ça nous arrive. ». Voilà. Jusqu'au jour où la clé à molette vous glisse des mains. Un éclat dans un lavabo en céramique ou une grosse rayure sur de l'inox, c'est un dégât permanent. Et ça coûte bien plus cher à réparer que le robinet lui-même. Vu comme ça, Ce petit chiffon, c'est une assurance gratuite contre une erreur bête qui peut coûter très très cher. message reçu. On a coupé l'eau, on a protégé l'évier, on est prête pour la phase d'intervention. On entre dans le vif du sujet. D'après les notes, la première arme, elle est chimique. Le dégrippant.
On pulvérise généreusement sur la partie bloquée et on attend. Mais la question c'est combien de temps? C'est l'ingrédient le plus important et, je pense, le plus sous-estimé. La patience. Ah, Les sources parlent d'un minimum de 10 à 15 minutes, mais pour un cas vraiment difficile, il ne faut pas hésiter à laisser agir 1 heure. 1 heure? 1 heure, voire plus, en remettant un peu de produit de temps en temps. Sérieusement? Qui a la patience pour ça? Est-ce que ça fait vraiment une si grande différence? Mon réflexe, ce serait de pulvériser et d'essayer de tourner 30 secondes après. Et ce serait une erreur. Il faut vraiment visualiser ce qui se passe. Le produit, il doit pénétrer par capillarité dans des espaces microscopiques entre les filetages. D'accord. Il doit dissoudre la rouille ou le calcaire, et ça ne se fait pas instantanément. C'est un travail chimique qui est lent. Essayer de forcer trop tôt, c'est comme essayer de cueillir un fruit qui n'est pas mûr. On risque juste de tout arracher. D'accord. Donc la patience est une vertu en plomberie. Et les sources mentionnent une technique complémentaire, la chaleur. Chauffer l'écrou avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ça me paraît un peu étrange. On ne risque pas de tout faire fondre? Non, non, pas avec un sèche-cheveux. L'idée, ce n'est pas de faire rougir le métal, mais de le faire se dilater. C'est là que la physique vient aider la chimie. D'accord. En chauffant la pièce extérieure, l'écrou par exemple, il va se dilater de quelques millièmes de millimètre. C'est invisible à l'œil nu, hein. Mais c'est suffisant. Mais c'est suffisant pour briser les cristaux de calcaire ou de rouille qui le soudent à la pièce intérieure. C'est comme créer des milliers de micro-fissures dans le ciment qui bloque tout le mécanisme. C'est une sorte d'explosion contrôlée au niveau moléculaire, en somme. C'est une excellente image, exactement. Et contre le calcaire pur, il y a l'arme fatale, bien connue de nos grands-mères et mentionnée dans les documents, le vinaigre blanc chaud. Ah oui. On peut embiber un chiffon, l'enrouler autour de la caisse, l'acide acétique va littéralement dissoudre le carbonate de calcium, C'est bon à savoir. mais il y a un avertissement important dans nos notes, attention aux produits agressifs, surtout sur le chrome et les joints. C'est un point crucial, oui. Il ne faut jamais utiliser de détartrants surpuissants ou d'acide fort. Ils peuvent attaquer le revêtement chromé et le laisser tout piquer, mais pire encore. Les joints. Ils peuvent littéralement désintégrer les joints en caoutchouc. On pense régler un problème de grippage et on se retrouve avec une fuite majeure au moment du remontage. La solution est pire que le problème initial. Voilà. Douceur et patience, toujours. Ok. Le produit a agi, on a éventuellement chauffé. On passe à la mécanique. Le choix de l'outil est important, j'imagine. Une pince quelconque, ça ne suffit pas? Surtout pas. Il faut une clé plate à la bonne taille ou une clé à molette bien serrée contre les pans de l'écrou. Une pince multiprise mal ajustée, c'est la meilleure façon d'arrondir les angles de l'écrou. Et une fois que c'est arrondi? C'est la fin du match, la clé n'a plus aucune prise, et on passe d'une réparation de 10 minutes à un vrai cauchemar où il faut parfois sortir la scie à métaux. C'est vraiment la ligne rouge à ne pas franchir. Je vois le tableau. Et pour le geste en lui-même, on y va franco ou il y a une technique particulière? Non, la technique, c'est d'y aller progressivement. On applique une force constante et lente, surtout sans à-coups. Les à-coups, ça crée des pics de tension qui peuvent casser la pièce lette. D'accord. Une pression continue, ça permet aux points de résistance de céder les uns après les autres. Si ça ne vient toujours pas, les sources donnent 2 astuces. La première, c'est de tapoter légèrement tout autour de la pièce avec un petit marteau. Les vibrations peuvent aider. Et la deuxième astuce est assez contre-intuitive. On nous conseille de resserrer très légèrement avant d'essayer de desserrer. Comment ça peut marcher, ça? Ah, d'accord. C'est comme déverrouiller un mécanisme en le bougeant d'un millimètre dans le mauvais sens avant de trouver le bon. C'est subtil, mais imaginons le pire des scénarios. J'ai tout essayé. Le dégrippant, la chaleur, les tapotements, le micro-serrage. Et ça ne bouge toujours pas d'un poil. La tentation de prendre une plus grande clé et de forcer juste un peu plus doit être immense. Et c'est là qu'on arrive à l'avertissement le plus important de toutes les sources, celui qui devrait être écrit en rouge clignotant. Ne jamais forcer. Jamais. Je peux vous raconter une anecdote personnelle? Au début de ma carrière, j'ai été face à une fan récalcitrante. J'ai perdu patience. J'ai pris une grande pince et j'ai forcé. Et Et la vanne a tourné, en arrachant le raccord en laiton qui était scellé dans le mur. Une réparation de robinet à 50 € s'est transformée en ouverture du mur, soudure, plâtrerie. Un chantier de 3 jours. Et une facture 10 fois plus élevée. Ah oui, quand même. Croyez-moi, on ne fait cette erreur qu'une seule fois. Forcer, c'est risquer la casse, la fuite et le dégât des eaux. Le message est très clair. La finesse l'emporte toujours.
Admettons que la finesse a payé, la pièce s'est débloquée, le robinet est démonté, on est content, on a réussi. C'est fini. Bon, Pas tout à fait. On a gagné la bataille, mais pas encore la guerre. C'est la phase 4, la finition. d'accord. Maintenant que tout est démonté, il faut nettoyer. On prend une petite brosse, une vieille brosse à dents, c'est parfait, et du vinaigre blanc. Et on gratte tous les résidus de calcaire, de rouille, sur les filetages, à l'intérieur des pièces, partout. Donc une fois que c'est bien propre, je peux tout remonter? Attendez, il manque 2 petits détails. D'abord, on graisse. Une fine couche de graisse silicone, c'est important qu'elle soit adaptée à l'eau potable. On en met sur tous les filetages et les joints. Et ça sert à quoi? Ça va non seulement assurer un fonctionnement tout en douceur, mais surtout, ça va empêcher le problème de se reproduire. Ça facilitera énormément le prochain démontage, dans 5 ou 10 ans. C'est de la maintenance préventive en fait. Exactement. On ne répare pas seulement pour aujourd'hui, on prépare pour demain. Et le dernier point, qui est capital, on change les joints, Même s'ils ont l'air en bon état? même s'ils ont l'air corrects. Un joint a été écrasé, il a vieilli. Un jeu de joint neuf, ça coûte quelques euros et c'est la garantie d'une étanchéité parfaite. Vouloir économiser là-dessus, c'est prendre un risque énorme de fuite pour rien. Parfait. C'est une approche très complète. Mais ça nous ramène à mon scénario catastrophe de tout à l'heure. Et si malgré tout, ça ne vient pas? C'est quoi la ligne rouge? Le moment où il faut jeter l'éponge et admettre sa défaite. Reconnaître ses limites, ce n'est pas une défaite, c'est une décision intelligente. Les sources sont claires sur les signaux d'alarme. Quels sont-ils? Premièrement, si la robinetterie est visiblement très vieille, fragile. Deuxièmement, si le métal est rongé par la corrosion, s'il s'effrite un peu, là, le risque de casse est trop élevé. D'accord. Et enfin, si après avoir appliqué toute la méthode, patiemment, la pièce refuse obstinément de bouger. À ce stade, s'acharner devient dangereux. C'est ça. À ce moment-là, s'obstiner, c'est jouer à la roulette russe avec sa plomberie. Appeler un professionnel, ce n'est pas un échec, c'est une gestion de risque avisée. Il a les outils et l'expérience. Le plombier a des outils plus spécifiques et surtout, il a l'expérience pour sentir la limite juste avant la casse. C'est une décision qui protège son logement et sa tranquillité d'esprit. D'accord. Résumons un peu tout ça. Si on décompose la méthode, c'est une séquence très logique. D'abord, on joue au détective. On identifie le robinet, la cause du blocage. C'est ça. Ensuite, on prépare le terrain, on coupe l'eau, on protège. Puis vient l'action, tout en patience et en finesse, dégrippant, chaleur et des gestes doux. Voilà. Une fois que c'est démonté, on nettoie et on entretient pour le futur. Et enfin, la sagesse de savoir quand passer la main. Finalement, c'est moins une épreuve de force qu'une application de principes simples. C'est une excellente synthèse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette méthode, c'est presque une métaphore pour résoudre n'importe quel problème grippé dans la vie. Ah, développé. Mais analyser la cause profonde avant d'agir. Utiliser les bons outils, la bonne approche, sans jamais forcer une solution qui ne fonctionne pas. Être patient, laisser le temps faire son œuvre. Et surtout, savoir reconnaître quand on a besoin d'un regard extérieur, de l'aide d'un expert. C'est une perspective fascinante. Et ça m'amène à une dernière pensée, un peu plus large. On vient de passer du temps à décortiquer comment réparer un objet du quotidien. Dans notre société du jeter et remplacer, où le moindre défaut nous pousse souvent à racheter du neuf, qu'est-ce que cet art de la réparation nous apprend? Au-delà de l'argent économisé, qu'est-ce qu'on gagne au fond à prendre ce temps pour comprendre, soigner et redonner vie à un objet, plutôt que de le condamner directement à la poubelle?